Alors, je prendrai pas de questions ce soir parce que ça va être quand même relativement long. N'hésitez pas à prendre des notes. Si à un moment donné vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Comme ça pourra faire l'objet d'une prochaine conférence, d'une prochaine lecture. On pourra aller un peu plus loin, voire même peut-être d'une prochaine vidéo qui sera un peu plus explicative s'il y a besoin de rentrer un peu plus dans les détails. Alors ici, ce que je vais faire, c'est une lecture d'un processus depuis le système. Euh, pour commencer, nous sommes des consciences extrêmement intelligentes projetées dans une matrice dite holographique. Donc il n'y a rien à idéaliser dans ce constat, rien à condamner non plus. Il ne s'agit pas de polariser, mais simplement d'observer notre activité d'existence, donc vie, mort, transition, réaffectation, qui n'est pas décidé par nous-mêmes au niveau où nous croyons décider. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ce qui est communément appelé une naissance, je suis là pour parler de ce que nous raconte la mort. Non pas depuis l'intérieur de l'émotion humaine, non pas non plus depuis les croyances, bien que je vais y rentrer un petit peu pour expliquer selon un certain type d'individu, mais bien depuis ma capacité à lire un système dans son ensemble. Ici, il s'agit de ma capacité à lire un système. C'est pas forcément le vôtre, c'est peut-être même peu probable, mais néanmoins, je voulais vraiment offrir une lecture pour peut-être comprendre un peu plus comment on peut s'engager à lire un système de manière à être défait de toute interprétation émotionnelle, suggestive et interprétative. Donc, ce que vous allez entendre, c'est pas une conférence spirituelle, ce n'est pas non plus un témoignage et ce n'est pas une explication, une exploration intérieure. Je ne vais pas vous parler de ce que l'on ressent, je ne vais pas vous parler de ce que l'on espère, je vais vous parler d'un processus. Tant qu'un individu ne sait pas à quoi il est confronté, tant qu'il perçoit quelque chose sans savoir ce que c'est, il ne fait qu'une seule chose, il croit. La majorité des humains ne rencontrent jamais la mort, ils rencontrent une idée de la mort. Ils s'en font une image, une fin ou un après. Ils imaginent retrouver ce qu'ils aiment, un paradis, un enfer, un jugement ou une paix éternelle, peu importe la culture, qu'elle soit orientale ou occidentale. La forme change, mais le décor reste le même. Mais le mécanisme, lui, est identique. Il se raconte quelque chose, et ce récit ne naît pas au moment de mourir, il est déjà là, installé, prêt à être activé. Imaginons un homme qui arrive au terme de son existence. Il ne sait pas quand son heure arrive. Personne ne le sait. Son corps fonctionne encore. Il respire, son cœur fait circuler des fluides, son cerveau réceptionne encore les impulsions magnétiques. Il est toujours en résonance avec ce monde. Et pourtant, quelque chose commence déjà à se modifier. Sa pupille se dilate par moments, son regard se perd, il perçoit à travers ses sens une nouvelle fréquence. Elle n'est pas imaginaire, elle n'est pas symbolique, elle l'attire. Cela peut se produire plusieurs jours avant la mort physique, à des moments précis, lorsque certaines zones cérébrales sont affaiblies par la fréquence habituelle. Il peut y avoir une fatigue, une maladie ou un état de veille altéré. Ce que cela signifie, ce n'est pas qu'il voit autre chose. Cela signifie que le programme initial de projection de son avatar, lui en tant qu'être humain, est en voie de fin de flux. Ce programme ne s'arrête pas brutalement. Il s'éteint doucement, comme un flux qui stoppe tout doucement. Quand vous faites couler de l'eau,
et que vous engagez à l'éteindre, elle va s'éteindre doucement. Donc sa carte mère biologique arrive à échéance. Alors l'individu commence à percevoir ce qui l'environne, il commence à percevoir ce qui l'environne, mais ça n'active presque plus au niveau de ses sens. Il commence à se défaire au niveau de ses sens habituels. Donc les sens deviennent lointains, les sons deviennent aussi lointains, les visages deviennent de moins en moins nets pour lui, et la densité terrestre se relâche. Il comprend sans même le formuler qu'il va quitter cette bande de fréquences. Cependant, il ne va pas s'éteindre. Il va passer un seuil. Lorsque la décorporation commence réellement, il ne quitte pas immédiatement toute perception. D'abord, il bascule dans une nouvelle fréquence, avec une architecture proche de celle qu'il a connue durant son existence planétaire. Il a encore presque toute son identité planétaire. Les sens sont à peu près similaires, mais beaucoup moins denses et moins contraignants. C'est ce que beaucoup décrivent comme une sortie de corps, une lumière, une sensation d'enveloppement. La douleur disparaît. La peur aussi peut disparaître selon l'état de la conscience au moment du passage à la mort, et la contrainte corporelle se relâche. La pensée change, elle se modifie, elle n'est plus aussi lourde, elle n'est plus liée au corps. Et très souvent, une phrase peut apparaître comme c'est donc ça la mort? C'est donc ça l'après? Quand l'individu revient, lorsque le processus est interrompu, il est profondément marqué. Il parle d'amour immense, de paix, de certitude. Il n'a plus peur de mourir et il a raison, son vécu est réel. Mais maintenant, je vais changer de place. Je ne vais pas entrer dans son ressenti, je ne vais pas commenter son récit, je vais observer. Quand je regarde cet individu, je ne vois pas ce qu'il ressent. Je vois un processus en cours. Je vois une dissociation progressive, une mise à distance du corps physique, une coupure de la douleur, un relâchement des contraintes sensorielles. La perception est encore là, mais elle n'est plus dense. La pensée est encore là, mais elle n'est plus arrimée au corps. Il se met en place une anesthésie progressive. C'est pas brutal, ni total, c'est juste fonctionnel. Cette anesthésie n'est pas morale, c'est pas spirituel, ça ne récompense pas non plus, c'est juste un mécanisme. Alors pourquoi ce mécanisme existe-t-il? Parce que l'activité cérébrale et nerveuse ne s'éteint pas immédiatement. Même quand le cœur s'arrête, même quand la respiration cesse, il reste une activité résiduelle. Et tant que cette activité existe, le je, le moi, l'avatar, dans son jeu, est encore alimenté. Il est encore affilié au système planétaire dans lequel il a été projeté. Et c'est précisément là que naissent aussi les expériences de mort imminente. Parce que tant que ce lien existe, il y a encore une identité, une mémoire, des émotions et un récit possible. Donc l'individu perçoit autrement.
La perception devient mentale. Elle peut encore résiduellement être émotionnelle. Elle est aussi imaginale. Et ce point d'imaginal est indispensable pour attirer l'individu vers de nouvelles fréquences. L'absence de tension est alors interprétée comme de l'amour. On a souvent entendu ça dans certains discours que rapportent des individus qui ont fait une EMI. Ils ont l'impression d'avoir été enveloppés d'amour, de lumière, de paix, de joie, de gratitude. D'autres ont fait une expérience moins évidente, moins glorieuse, ce qu'on pourrait appeler, ce que les religions ont appelé aussi l'enfer. Et effectivement, pour cet individu, c'est réel. C'est effectivement ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Donc, le vécu pour l'individu est bien réel, mais il ne dit pas le processus. Il ne peut pas savoir le processus. La plupart des gens se font aussi une idée de l'âme. Ils la traitent comme un personnage, c'est-à-dire une entité qui survit, qui voyage, qui va être jugée, qui apprend, qui mérite quelque chose. Ici, je vais poser quelque chose qui me paraît essentiel à propos de la croyance. L'âme n'est pas une personne. L'âme est une membrane de maintien, de cohérence, dans laquelle est contenu un noyau de conscience. Ce noyau n'est pas une construction psychologique. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas une histoire. C'est notre signature d'origine, notre point source, au moment même de la projection initiale. Avant que le moi existe, avant que le récit se forme, avant que le programme humain s'installe. Et c'est précisément ici que se situe la bascule. Car si la matrice holographique originelle était simplement un champ d'expérience, alors une conscience n'aurait pas besoin d'être recyclée. Elle entrerait, elle sortirait, elle traverserait, selon sa propre volonté. Mais ce que nous appelons aujourd'hui le noyau de conscience porte aussi la trace d'une autre dynamique, celle d'une capture. Une capture par des factions étrangères au système matriciel originel qui ont transformé l'expérience en mécanique d'affectation. Ce noyau, tel qu'il est maintenu, n'est donc pas seulement une origine, il est aussi la résultante d'un verrou. Et tant que ce verrou opère, la sortie n'est plus un geste naturel. Ça devient un seuil, un passage conditionné, un couloir. Donc c'est dans ce contexte que la récupération mémorielle, le karma et la réaffectation prennent sens. Non pas comme une spiritualité, mais comme une logistique. Le karma, vu depuis le système, n'est pas une loi morale. Ce n'est pas une justice cosmique, ce n'est pas une dette spirituelle, peu importe ce qu'on nous fait croire. C'est un système de récupération et de reconfiguration.
Donc, dans cet état, l'entité, cet ancien moi, est conduite à revisiter l'ensemble de sa mémoire interne, mémoire qu'on lui a greffée, qui fait partie d'un programme planétaire. Mais pas comme une analyse lucide, mais comme une immersion. Les souvenirs remontent, les scènes sont chargées, les regrets arrivent, culpabilité, le manque à la vie terrestre et à l'environnement planétaire, et bien sûr les blessures non intégrées. Et surtout les moments où l'individu s'est perçu comme fautif, insuffisant ou irresponsable. Donc vous devenez votre propre juge par adhésion à la culpabilité, par le fait de vous prendre pour ce quelqu'un. La structure interne produit l'idée qu'il y a quelque chose à réparer au niveau karmique. Et c'est ici qu'apparaît l'un des mécanismes les plus efficaces du système. L'idée de la leçon à apprendre, de l'expérience à compléter, du cycle à terminer. Subjectivement, l'entité a l'impression qu'on lui offre une chance. Structurellement, il s'agit d'une facilitation de reprogrammation. Ça veut dire qu'à partir de là, implicitement, vous êtes accordé pour être reprogrammé. Votre culpabilité aura permis la mainmise. Votre identification à la personnalité, à la personne terrestrifiée, vous amènera à culpabiliser. Alors on peut aussi parler de mission, vous donner un rôle. Si on sent qu'il y a trop de contraintes à vous passer au niveau de la culpabilité, on va vous proposer un rôle dans la société. Donc on est constamment mis en subjectivité, hypnotisé. La culpabilité devient le levier d'adhésion majeur. C'est pas une culpabilité morale, mais c'est une tension interne non résolue qui pousse à accepter un nouveau cycle. Donc l'entité ne choisit pas vraiment, elle accepte. Et cette acceptation se fait dans un état où le discernement est altéré, où l'identité est encore active, où la mémoire émotionnelle domine. C'est ce qu'on appelle à tort le libre choix de réincarcération. Vu depuis le système, la réincarnation n'est pas une renaissance. C'est une réincarcération passive, une réaffectation dans un nouveau support biologique avec une mémoire nettoyée en surface, mais une structure profondément conservée. Les schémas sont là, les charges aussi, et les croyances vont être programmées en fonction de votre habilité à recevoir une certaine fréquence émotionnelle.
Il existe cependant d'autres configurations. Lorsque l'entité ne projette plus de lumière, lorsqu'elle ne projette plus de récits valorisants, ni d'illusions d'élévation, elle peut se retrouver dans des sphères plus denses, plus ténébreuses, et ces sphères ne sont pas des enfers moraux, elles ne sont pas non plus des punitions, bien que ce sera ressenti de cette manière. Elles sont le reflet brut de l'enfermement interne, du noyau de la conscience. C'est ce qui est le plus réel de notre histoire en tant que conscience dite humaine, dans laquelle nous sommes projetés malgré notre accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut y adhérer, mais c'est ce qui est le moins mensonger. Parce qu'ici, on ne nous invite pas à réparer quelque chose. Mais la lenteur est telle qu'on va vouloir sortir de ces espaces denses, lourds et laborieux. Et là aussi, on a un autre genre de pacte. La confrontation, ici, on est confronté avec ce qui n'a jamais été intégré. Dans ces états, l'entité ne demande pas à apprendre, elle demande à sortir. Mais sortir de quoi? Pas d'un lieu, pas d'un monde, de son propre enfermement interne, de ses croyances, de son identification à l'expérience planétaire. Elle ne sait pas, elle ne le traduit pas comme ça. La matrice dans laquelle tout cela se produit n'est pas un juge en soi. Elle ne fonctionne pas selon le bien ou le mal. Elle ne punit pas, elle ne récompense pas. Mais elle n'est pas vide. C'est un complexe organisé, composé de territoires, d'architecture, de mécanique et d'espèces. Un humain fait partie d'une mécanique. Un animal fait partie d'une mécanique. Il ne s'agit pas de sens, il s'agit de régulation. Du point de vue du système, il n'y a pas de récit. Il y a des insertions, des expériences, des désengagements, des réaffectations. C'est pour cela que toutes les croyances sur la mort se sont cristallisées au cours de ces dernières années autour des EMI. Parce que les EMI sont les dernières expériences racontables. Tout ce qui vient après se déroule hors langage, hors sujet, hors jeu. Et pourtant, le fait que le système ne donne pas de sens ne signifie pas que votre existence est vide. Vous n'êtes pas apparu ici par hasard. En tant qu'avatar, traversé par une signature originelle, votre présence n'est pas neutre. Il n'y a peut-être pas de mission imposée, mais vous n'êtes pas là pour rien. Être vivant ne signifie pas simplement fonctionner dans une mécanique.
Être vivant commence où l'on cesse de se confondre avec elle. Pas en luttant, ni en fuyant, ni en le niant, mais en cessant de produire le récit dont le système a besoin. Il n'est pas utile de se révolter, pas utile de prendre la fuite, simplement de se désidentifier par un choix silencieux. Continuer à fonctionner mécaniquement ou commencer à exister selon vos propres lois. Je voudrais vous lire le premier chapitre du livre que je suis en train d'écrire. La sortie hors recyclage. Ce qui ne se passe pas par la mort. Sortir du recyclage n'est pas un acte héroïque. Ce n'est pas une illumination. Ce n'est pas une récompense. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui se produit après la mort. La mort, telle qu'elle est vécue dans la matrice actuelle, est l'un des moments où la conscience est la plus vulnérable, la plus perméable, la plus manipulable. C'est précisément pour cela que le recyclage fonctionne si bien. La sortie hors recyclage ne s'opère donc pas au moment de la dissolution biologique, elle s'opère avant. La plupart des récits spirituels laissent entendre que l'on sort du système en réussissant sa mort, en allant vers la lumière, en refusant certaines formes, en faisant le bon choix au bon moment. C'est une erreur de lecture. Car tant qu'il y a un choix, tant qu'il y a un sujet, il y a un récit. Et tant qu'il y a un récit, il y a une prise. Et cette prise amène au recyclage. Ce recyclage fonctionne par adhésion. Ce qui est recyclé n'est pas le corps, ni l'histoire ou la personnalité. Ce qui est recyclé, c'est la structure d'identification. Le réflexe de se vivre comme quelqu'un, comme un manque, une dette et une histoire incomplète. Tant que ce réflexe est actif, le noyau de conscience reste accrochable et conditionnable. La sortie hors recyclage ne consiste donc pas à lutter contre les systèmes, elle consiste à devenir non récupérable, non digeste par la matrice. Être non récupérable ne signifie pas être pur, ni être éveillé, ni être supérieur. Cela signifie ne plus fournir ce que le système récupère. Et ce que le système récupère, ce n'est certainement pas la lumière, ce n'est pas l'ombre non plus, c'est le récit identitaire chargé. La culpabilité, la dette, la mission, la leçon de vie, l'idée qu'il y aurait quelque chose à réparer.
La sortie commence au moment précis où l'individu cesse de se vivre comme un problème à résoudre. C'est ici que la sortie hors recyclage prend une forme très concrète. Elle ne passe pas par une expérience extraordinaire, elle passe par une désactivation progressive en vie du réflexe d'adhésion. Ne plus chercher à se justifier, ne plus chercher à se rattacher, ni à se racheter, ne plus chercher à faire mieux pour être digne, et ne plus se vivre comme une mission incarnée. Cela ne rend pas la vie plus brillante, cela la rend plus nue, dépouillée, moins narrative, moins chargée, donc moins exploitable. La différence entre conscience et conscience capturée, une conscience libre entre dans un système comme on entre dans un champ d'expérience. Une conscience capturée est maintenue par son propre besoin de sens. La sortie hors recyclage n'est pas une sortie spatiale, c'est une sortie fonctionnelle. La fin de la nécessité de donner un sens personnel à ce qui se produit. Et qu'est-ce qui se passe alors? Lorsque le noyau de conscience n'est plus structuré par la dette, par la culpabilité ou la mission, il devient illisible par les mécanismes de récupération classiques. Illisible ne veut pas dire invisible, mais il est non indexable. Il n'y a plus d'accroche mémorielle chargée, plus de bouche karmique activée, plus de narration exploitable. Cela ne crée pas un ailleurs lumineux, cela crée un hors couloir, hors récupération. Le hors couloir n'est pas un monde, c'est l'absence de canal imposé à votre conscience. Il n'y a pas de guide, pas de tunnel, pas de jugement, pas de recyclage automatique. Non pas parce qu'on a gagné, mais parce que rien n'est fourni pour enclencher le processus. La sortie hors recyclage est rarement décrite pour une raison très simple. Très peu en font l'expérience. Et de plus, elle n'est ni spectaculaire, il n'y a aucune expérience mémorable et elle ne renforce pas l'identité planétaire. Elle ressemble, vue de l'intérieur, à une cessation. La cessation de l'urgence à comprendre, la cessation de la quête de sens, la cessation du besoin d'être quelqu'un. Et cela, aucune spiritualité populaire ne peut le vendre. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a rien à projeter. Il n'y a rien à faire croire ici. Et en plus, vous êtes entier. Quelqu'un d'entier jamais ne viendrait gober le narratif de la réincarcération.
Ce qui reste après ça n'est pas un être supérieur. Ce n'est pas une entité glorifiée. C'est une présence non narrative, non contractée et surtout non assignée à la matrice. C'est une présence qui n'a plus besoin d'entrer ou de sortir parce qu'elle n'est plus prise dans la logique de l'affectation. La sortie hors recyclage n'est pas un objectif, c'est un effet secondaire d'un positionnement très simple là maintenant, dans votre main. Cessez de se confondre avec ce qui se traverse. Cessez de se raconter comme une histoire. Cessez de croire que quelque chose manque. À partir de là, il n'y a plus de promesses. Il y a juste un silence opérant. Et ce silence n'est pas la fin. Il est le début de ce que vous êtes. J'espère que ce que vous avez entendu fait sens, que ça résonne quelque part. Je vous demande pas d'y adhérer. Je vous ai simplement proposé une lecture de comment peut être observé un système. Ici, j'ai parlé de la mort et du système réincarcératif. Peut-être qu'à un autre moment, je pourrais venir à ce qu'on appelle la naissance. Je vous laisse quand même la parole, même si je ne vais pas prendre de questions. Je vous laisse la parole, savoir comment vous vous sentez, comment vous avez appréhendé ce que vous avez entendu, ce que je vous ai rapporté. Alors, qui veut prendre la parole? Moi, Allez-y. Oui. je veux bien. Ce que tu dis, pour moi, c'est comme une évidence. Ça a du sens, au-delà du sens. C'est comme si quelque chose en moi le savait déjà. C'est comme une réminiscence, en fait. C'est tellement simple quand on regarde, quand on t'écoute, c'est, c'est possible, quoi. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vraiment possible. Tu viens de le dire, c'est simple, Ouais, ouais, parce qu'on sort du narratif, ouais, on sort des émotions qui nous intriguent. ouais. Et ça fait du bien d'entendre ce que tu nous as partagé. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien à l'être. Merci Christine. Merci à toi. Je vais, Oui, je vais, Marilus, je vais parler après Christine, que je vais rejoindre aussi parce que ça fait, pour moi, c'est une évidence. C'est simple et puis à l'intérieur du corps, c'est tout détendu, comme si je le sais aussi derrière ces couches, en fait. Et c'est, ouais, c'est c'est une évidence, quoi. Donc, euh, donc, je suis vraiment très, très heureuse de t'entendre, de t'avoir écouté, parce que ça enlève vraiment des couches aussi de culpabilité et de ces récits d'histoires euh, racontés dans cette matrice qui sont tellement enfermantes. Et puis, il y a tellement. Puis, en fait,
dans mon expérience, j'ai refusé beaucoup, beaucoup de récits là-dessus parce que ça me convenait absolument pas. Et puis là, c'est comme si enfin, quelqu'un qui parle vrai de ce que je sens, que j'aurais jamais pu exprimer comme tu l'exprimes, bien évidemment. Voilà. Alors, je te Oui, remercie. parce qu'il n'y a rien pour enrober le récit. Mais c'est ça, je reviens toujours à l'enrobage. Et dès le moment qu'on retire l'enrobage de tout, c'est très simple et clair. Il n'y a pas quelque chose qui cherche à attirer, aspirer. Même au contraire, ça pourrait être rebutant. Oui, oui, exactement, exactement. Alors voilà mon témoignage. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Même Stéphanie ou Zaza, si vous avez quelque chose pareil, un retour à faire, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit. Bah, dans tout ce que tu as dit, pour moi, à chaque phrase, c'était pas du tout surprenant parce que c'est exactement ce que j'en ai. Je peux pas employer le mot comprendre parce que c'est pas juste. Comprendre, c'est que une conceptualisation mentale, mais c'est quelque chose qu'en fait, qui est déjà inscrit finalement en termes de connaissances, on va dire de connaissances directes à l'intérieur de nous. Et l'expliquer, le narrer et l'expliquer d'une manière aussi nue, voilà, parce que c'est ça finalement aussi nu, ça permet effectivement pour le plus grand, le nombre de personnes ici présentes qui écoutent et qui t'écoutent, ben, d'être juste dans la réception et la résonance finalement de ce qui est retransmis et transmis et partagé. Donc pour moi, tout est résonnant parce que ça a déjà depuis un moment été une évidence de par un parcours, bien sûr, d'exploration, d'intériorisation, de corrélation dans un premier temps. Et ensuite, c'est quelque chose qui, finalement, n'a même plus besoin, où on n'a plus besoin de poser des mots puisque c'est évident. Et j'en reviendrai juste à ce mot-là, évident. C'est quelque chose qu'on doit, je pense, pour chacun d'entre nous, euh, se positionner intérieurement, c'est dans notre évidence Mhm. par rapport à tout ce qui existe, ne serait-ce pas que ce concept-là, mais tous les autres concepts qui existent, bah, plutôt les écouter à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur et de ressentir l'évidence. Voilà. L'évidence. C'est Christine Oui. qui avait dit ce mot-là aussi, évidence. Ah oui, je sais pas, mais voilà. Pour moi, je pense que c'est le mot le plus juste par rapport à ce que nous, on peut pour soi-même, hein, individuellement, on peut avoir comme perception sur ça. Alors la mort, pour moi, la mort dans cette dynamique-là, c'est pas du tout la définition que tout le monde emploie de manière cliché. C'est pas la fin, c'est autre chose. C'est même pas une passation vers une extraction. Non, Voilà. c'est vraiment en fait, c'est un passage qu'on peut récupérer en termes de que nous-mêmes on peut récupérer, où on peut récupérer la maîtrise. Mm. Voilà, Oui, pour mais depuis traverser. là, pas au moment où tu passes dans le Exactement. passage, puisque de toute façon, tu vas être démembré, tu Et vas être je parlerai pas de hypnotisé. passage, je parlerai de traversée intérieure. Hmm. Voilà. Et oui, tous ces concepts là, pas, petit tiré, sage, avec le langage des oiseaux, blablabla. Voilà, voilà, tout ce qui peut rameuter, voilà, Tout ce qui dans une enrobe. traversée. Hmm. Oui, voilà. Voilà pour ma part. Hmm. Merci. Ouais, je vais prendre la parole. Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que tout est dit. Tous les mots sont justement posés. Et effectivement, c'est une évidence. On a eu l'occasion d'observer ça à différentes reprises
lors d'immersion avec Stéphanie, on est allé dans l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà. Le rêve dans le rêve dans le rêve. Voilà, exactement. Inception. Exactement. Donc voilà, pour moi, c'est totalement cohérent, c'est juste. Je vais rien rajouter de plus parce que tout est dit. J'ai beaucoup apprécié par contre le principe de mécanisme au départ, avant la mort justement, avant cette fin. Entre guillemets, j'ai travaillé 15 ans dans les pompes funèbres et je me suis longtemps interrogée à ce sujet et je n'étais présente qu'au moment de la mort effective, entre guillemets, mais pas avant et ça m'a toujours questionnée. Donc merci à elle d'avoir décortiqué ça pour moi. Et ça sonne juste par rapport à tous les témoignages que j'ai reçus pendant ces très longues années. Voilà. Merci Zaza. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Fabrice, tu veux? Moi, je veux bien. Je Ouais, suis ouais. étonnée J'ai qu'Iskender, il parle pas. Ah. Pardon, excuse-moi, Fabrice, je t'ai coupé. pas de problème. Ouais, j'ai beaucoup apprécié moi aussi le fait de structurer les différents moments et puis que au final ça revienne un peu à tout ce que tu développes dans tes livres et dans les rencontres, ça revienne à cette posture qu'on doit adopter qui est de se détacher de tous nos engagements, de tout, enfin trouver la posture la plus naturelle et la plus intègre. Ça paraît ce mot simplicité dans ces cas-là pour moi, ça peut paraître tellement compliqué que Oui, la simplicité devienne compliquée, de se détacher de tous ces conditionnements, de trouver le bon point de vue, de comprendre ou de voir à travers ta lecture quand ça résonne à l'intérieur. C'est ça, comme vous parliez de justesse tout à l'heure, c'est là que ça me permet de comprendre un peu ce qui est mes vérités à un autre niveau. Et donc ça, j'ai bien apprécié voilà, c'est le truc à cultiver qui est aller justement sur ça, j'y adhère plus. Et rien qu'en n'adhérant plus à quelque chose, déjà, ça nous fait franchir un cap. Ça, c'est un truc voilà, qui va mettre du temps à s'intégrer, je pense, mais que je pense est vraiment essentiel. alors ça, tu sais, le temps à intégrer, qu'est-ce que je l'entends? En Ouais, fait, c'est pas ouais. une question de temps. Au contraire, gagne du temps. Parce Mm, que le temps, c'est un bon moyen d'être rattrapé. C'est un très bon moyen de rester conditionné. mm, Et de croire qu'il nous faut du temps pour intégrer quelque chose, c'est pas vrai. L'intégration, elle est déjà là. Elle est déjà en place. mm, Que tu en aies conscience ou pas, hein, au niveau de tes structures. Néanmoins, voilà, ce que tu as réceptionné, c'est ce mhm. qui s'active à l'intérieur de toi. Donc, t'es Mm. pas en train de réceptionner réellement une information. L'information, elle vient juste percuter aux endroits où c'était déjà préactivé pour être activé. Mm. Donc, Yes. il n'y a même pas est-ce que je suis prêt? Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas D'accord. besoin de temps. Disons plutôt que le mental va chercher à se charger de quelque chose pour essayer de comprendre Mm, ce qui a été raconté. Mais ça, c'est l'activité mentale. C'est pour ça que si on développe structurellement, si on place une architecture, c'est beaucoup plus simple de comprendre l'architecture que de venir engrammer tout ça avec un état émotionnel, avec un récit plutôt lourd, etc. Non, là, c'est de la simplicité. mm. C'est Yes. beaucoup plus digeste, Mm, intégrable. Et j'ajouterais que euh, parfois, il est nécessaire pour certaines structures de traverser et de vivre sur ces plans et ces systèmes mental et émotionnels. Euh, Parce qu'on ne peut pas comprendre réellement ces structures si on ne les vit pas dans dans sa posture réelle de qui on est. Ça restera sinon que mental. Et finalement,
la compréhension ne sera que mentale, donc conceptuelle. Exactement. Et donc, c'est comme un flottement quelque part. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est aussi expérimenter toutes ces postures. Voilà. Quand on est en connaissance, et ça, finalement, c'est revenir en connaissance de soi, de ses mécanismes, de ses propres mécanismes et fonctionnements internes qui sont propres à notre structure en tant qu'être humain, en tant qu'avatar humain. Avatar, moi, je l'associe à l'identité finalement. Et au-delà de cette identification. Donc, Mais il être en faut capacité de faire résonner ce qui est réel, originel en soi, et ce qui est, j'ai pas le terme, artificiel. oui, programmer, quoi. Mm. C'est ça. Donc, c'est pour ça que le fait que finalement on se soit trouvé, ça fait vraiment voilà, l'affiliation. Et comme ça, on peut comprendre réellement, je vais le dire comme ça, parce que les mots terrestres sont limités, mais on peut comprendre réellement avec l'expérimentation. Parce que de toute manière, le rôle et l'utilité de l'avatar et de l'incarnation être humain, c'est au final expérimenter sur plusieurs systèmes, sur plusieurs structures, pour se reconnaître dans qui on est réellement à l'origine. Oui. Alors là où moi je mets un bémol dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement c'est ça, tant qu'en fait il y a une captivité qui est là. Hmm. Quand on sort de la captivité, il n'y a pas de nécessité d'expérimenter et de comprendre les systèmes qu'on traverse en fait. Non, non, c'est pas la... Oui, mais Mm. je veux dire, il y a le fait que comment dire, bah, que ça existe, ça, tu vois. C'est que finalement, au départ, il y a quelque chose qui était là pour expérimenter, mais certainement oui, ça je l'accorde, certainement pas de la manière dont on l'expérimente aujourd'hui, ou en tout cas dans ce système-là. Voilà. Tout à fait. Mais c'est en fait passer par toutes ces strates et ces couches, ça permet d'en arriver à cette clarté après. C'est ça, on est obligé de se dépouiller. Oui. Donc Mm. pour se dépouiller, il y a comme un système comparatif en fait interne en soi qui, ok, je vais me placer dans cette expérience, je vais pouvoir en récolter un certain nombre d'informations, je vais pouvoir sentir en moi qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pouvoir différencier justement deux systèmes, bah, comme on a vu hier en immersion, où là, quand on rentre dans ces cycles internes, on comprend qu'il y a une partie qui est réelle et qui n'est pas la première en avant, hein, mais qui se trouve bien en dessous en général. Et il y a un système qui vient recouvrir et qui a tendance à être artificiel. Et donc à se servir de notre identité euh, d'origine. Donc oui, bien sûr, le fait de pouvoir expérimenter pour à un moment donné, pouvoir s'en servir comme étant un outil. Et donc là, on ne tombe plus dans la croyance. Là, il ne s'agit plus de croyance. Là, il s'agit vraiment de s'outiller pour pouvoir sentir la différence entre ce que nous renvoie le point d'origine et ce que nous renvoie l'artificiel. C'est ce qui nous permet de nous ouvrir à la lucidité réelle. Très bien. Ben, si c'est bon pour tout le monde, si personne n'a rien à rajouter, je vais donc m'arrêter là. La vidéo, est-ce que je devrais la mettre en privé? Si vous souhaitez la recevoir, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai le lien. Je ne sais pas encore sous quel format je vais la mettre. Donc, d'ici vendredi, à me laisser un peu de temps pour que je puisse mettre ça en place. Et puis, sinon, avec Stéphanie, on a lancé un atelier immersion. S'il y en a qui veulent l'intégrer,
pour le 17 février. Il y a Il reste combien aussi, de places? il y en a déjà quelques-unes qui sont parties. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Bah, il y a une petite session d'enquête aussi là qui arrive autour de l'hypnose régressive. Enfin voilà, on a des petits projets qui arrivent. Et toujours de l'humour aussi. Et Ursula? Ah là, Il y aura d'autres protagonistes, je pense. Ursula, pour l'instant, je la laisse de côté. J'ai mon idée comment je vais faire évoluer ça, mais il manque encore des infos. On l'attend, hein, on l'attend, hein. Ursula, elle est pas Ne mal. vous inquiétez pas, même Mais là, je vais faire entre-temps. arriver le petit Bouddha. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous pour cette première, d'avoir été disponible, de vous être rendu disponible, de m'avoir écouté. Et j'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très bientôt. À Bonne bientôt. Merci soirée à Isabelle. tous. Attention, Merci il faut beaucoup. rester Merci, bonne en soirée. Beaucoup.